Bonjour Claude. Bonjour Philippe. Tu regardes en arrière, 40 ans, ça te donne le vertige? Oui, oui. Mais même, c'est assez rapide, si on en parlait tout à l'heure, des fois même un petit escabeau peut nous le donner, mais là l'échelle du temps est élevée. Hein. Oui. Alors on va se reprojeter en arrière pour la genèse de l'Athénéum. La jeunesse, Oui. C'est une rupture dans la vie universitaire, la création de l'Athénéum. Dans la vie des universités, parce que c'est une première. Oui. C'est une première qui n'aurait pas pu avoir lieu. C'est comme la vie, hein. Elle n'est pas sur beaucoup de planètes parce qu'il faut un ensemble de conditions préalables. Et là, le terrain avait été préparé par quelqu'un qui était mon ami et pour lequel j'avais une grande admiration et qui avait donc beaucoup travaillé sur le développement culturel. Et donc, Et cet ami, c'était Francis Janson. D'accord. Francis Janson, donc, qui a été, à l'époque, qui réfléchissait à la définition de la Maison de la Culture de Chalon-sur-Saône, et qui siégeait au conseil d'université. Et là, il m'a dit, il faudrait qu'on s'intéresse à la culture. Et on a eu une grande discussion, parce qu'il m'a dit, j'aime pas beaucoup les étudiants, parce que c'est une catégorie privilégiée sur le plan culturel. C'est peut-être pas intéressant de travailler là. On a eu une longue discussion et je l'ai convaincu du contraire. Je lui ai dit, ce qui m'intéresse dans travailler avec les étudiants, c'est pas qu'ils soient culturellement développés ou pas, c'est que c'est ceux qui demain pourront être les intermédiaires pour le développement culturel, parce qu'ils occuperont des positions de cadre dans la société, jouer ça. Et donc, Francis Janson a créé la première commission des affaires culturelles dans une université, ici, dont l'Athénéum est directement le descendant. Et il s'agissait donc de faire travailler des artistes, d'amener des artistes sur le campus. Ce qui était, comme tu dis très justement, une rupture, parce que l'université est un monde de culture. Tout le monde nous dit, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? C'est comme les dents du crocodile, faire de la culture à l'université, c'est déjà de la culture. J'ai dit, ouais, de la culture, il y en a. Enfin, peut-être plus tout aussi vrai aujourd'hui, mais c'est de la culture cristallisée dans le patrimoine. C'est la culture d'hier, c'est la culture consacrée, la culture labellisée, la culture qui fait l'image et qui reproduit l'image qu'on se fait de la tradition. Donc, en revanche, la culture contemporaine, la présence des artistes, ces perturbateurs qui viennent d'un seul coup, vous fracasser le beau, le mélanger avec le lait, pas forcément de chèvre, et puis qui vous font une sorte de mouvement social, de frisson social. C'est ce qu'il faut pour réveiller les universités. Et là, voilà. Donc, on s'est fait là, comme ça, et on a été les premiers à lancer ça. Vous avez été les premiers, et tu as été le premier à réunir le ministre de l'Éducation et le ministre de la Culture. Ah, ça, oui. Ça, c'est vrai, parce que... Tu ouvrais les portes, là. Hein. Oui, on ouvrait les portes parce que c'était la grande époque de Jacques Lang. Hein, c'était le moment où Jacques avait réussi à doubler le budget et qu'on se demandait comment il fallait dépenser cet argent-là. C'était un problème réel. C'est le rêve. Oui, mais en même temps extrêmement difficile. C'est un Birached avec qui je travaillais à la direction des théâtres me disait ouais, le problème c'est qu'on a doublé notre budget d'aide aux compagnies théâtrales, mais qu'on ne sait pas qui le donner. Donc il a fallu inventer un système, ce qui était les commissions d'aide aux compagnies théâtrales, pour pouvoir distribuer l'argent. Alors, pour l'enseignement supérieur, il y avait une équipe autour de Dominique Vallon, hein, qui est aussi un des pères de cette maison spirituelle. Lui s'occupait du développement culturel et s'occupait particulièrement des relations éducation-culture. Il faut dire qu'elles étaient au degré zéro. Hein. Et donc, les administrations, c'était des administrations qui ne se connaissaient pas quand elles ne se méprisaient pas, réciproquement. Donc, du coup, on a décidé de les réunir ensemble au chevet de cette université. Et l'Athénéum a été l'occasion du premier colloque université-culture, où on a réuni tous les gens de l'administration de la culture sont venus là. Tous étaient là. Donc ça a été un moment très important où on a échangé sur ce potentiel créatif, mais ignoré, que connaissait l'université. 40 ans plus tard, Jacques Lang est toujours la référence. Oui, mais il y a eu plusieurs Jacques Lang, mais il y a eu celui-là qui était, bon, c'était avant qu'il ne se laisse gagner par l'euphorie de la communication. À l'époque, il y a eu vraiment des belles inventions. Il y avait une très belle équipe autour de lui. Il faut connaître que du livre au théâtre, c'était des équipes de gens remarquables, et à la musique. C'était une époque pleine d'initiatives, pleine d'espoir. Et l'idée de l'Athénéum, c'était quand même une initiative libre, parce que
l'Athénéum, personne n'en voulait. Il faut le savoir aussi. C'est-à-dire le centre personne. culturel. Ici, personne n'en voulait. Mais personne, c'est-à-dire? Les autorités rectorales, ministérielles, et puis les autorités universitaires s'en foutaient, mais complètement. Je veux dire que c'était pas le... Acheter des cornues, acheter des engins scientifiques, acheter des bouquins, c'était très bien. Construire, c'est gaspiller de l'argent. C'est quoi ça, un centre culturel? Et puis, les étudiants n'ont qu'à prendre, parce que c'est ça le fond du problème contre lequel je me suis battu violemment pendant 20 ans. Toi, c'est ton côté Jack Lang. Ouais. Je me suis battu pendant 20 ans contre cette idée fausse que les étudiants viennent ici pour étudier, hein, et rangent de côté ce qu'ils sont, leur personnalité, ce qu'ils ont été et tout. Et puis après, ils repartent chez eux, et là où ils sont, vivent la culture. Donc la culture, ils devaient la vivre dans Dijon, s'ils habitaient Dijon, ou dans leur bled, où ils repartaient le week-end. L'offre culturelle à Dijon, il y a 40 ans, était plus pauvre que celle, évidemment, qu'on connaît Voilà, ce qui a aujourd'hui. été une chance pour nous. Absolument. Parce que fort heureusement, on n'avait pas des gros moyens financiers, mais il y avait des gros besoins des artistes. Donc notre faiblesse même, elle compensait la faiblesse des autres. Ce qui fait qu'on n'avait pas de mal à faire venir des grandes signatures, et ils sont tous venus. Là, quand même, c'est ici que Valère Novarina et Marcon ont créé, avant le Festival d'Avignon, le discours aux animaux. Là-dedans, tu vois. Donc ça ne posait pas de problème. Grâce à ce déficit, une ville qui s'endormait, ça a changé à partir de 1989. Après que Bazin ait été écarté de la culture à Dijon, Poujade a compris à ce moment-là qu'il y avait quand même quelque chose à tirer de ça, et a lancé son grand projet d'auditorium, et a nommé une dame charmante comme adjointe à la culture, qui s'est beaucoup intéressée à la danse contemporaine, à ça, et qui nous a soutenus fermement, mais qui en même temps a développé en ville des choses, ce qui fait qu'après l'Athénéum s'est trouvé concurrencé par des tas de choses. Oui. Tout à l'heure, je parlais de rupture, tu étais d'accord, mais vu les oppositions et les réticences, pas des moindres, comment tu as gagné? Tu as fait une effraction? Tu as gagné comment ce bras de fer? La radio, ça avait été carrément une effraction, puisque les gens n'ont su qu'on avait installé une radio que quand elle a commencé à émettre. Hein. Donc, ils étaient un peu, comme on disait, devant le fait accompli. Bon, l'Athénéum, ils l'ont vu avant, parce qu'on a posé une première pierre solennelle avec Pierre Jox au son de la musique des étudiants en médecine qui lui ont joué la petite Huguette. Je le vois encore là, ce qui était un moment de culture folklorique. Bien sûr. Ça fait partie de... N'opposons pas les cultures, mais il y avait une culture étudiante des carabins qui était solide. Et donc, on n'a pas pu passer complètement par réflexion. En revanche, il a fallu aller voir la ministre, Alice Saunier-Seïté. Alice Saunier-Seïté, elle a dit qu'elle ne filerait pas un rond. Si on voulait faire ça, eh ben après tout, elle allait nous autoriser à le faire, à ne pas nous empêcher de le faire, à une condition. À une condition, c'est qu'on ne lui demande pas un rond et qu'on l'autofinance. Donc l'Athénéum est né avec la charge pour lui de s'autofinancer. C'était quand même... Mais il faut des fonds de base pour construire déjà l'Athénéum. Pour construire ça, j'ai été servi par le fait que Pierre Jox, sentant que ses jours régionaux étaient comptés, ne pouvant pas agir sur Dijon parce que Poujade faisait écran et monopolisait, m'a dit, il n'y a qu'un endroit sur lequel je peux intervenir à Dijon, c'est sur l'université. Qu'est-ce que tu me proposes? Je lui ai dit que tu nous donnes quelques petits millions, pas très élevés, et on construirait un centre culturel, et en même temps, on y accueillerait d'ailleurs une salle de répétition pour le Parvis Saint-Jean, pour le théâtre. Elle me dit, ça c'est une bonne idée, qu'elle est bonne. Et donc, mon Pierre Jox a financé 80%, l'université mettant un petit peu au bout pour solder l'opération de ça. Voilà, l'argent a été trouvé. Mais il fallait la possibilité de le poser là. Hein. Donc, comme dans le cas d'un archaïsme où on trouve encore aujourd'hui les traces de la chancellerie et les crousses d'une vieille université qui n'existe plus, quand on trouve ça, il me fallait, le domaine étant l'État, il me fallait l'autorisation de l'État. On l'a eu. Alors, comment trouver l'argent du fonctionnement? Je suis donc allé devant le conseil d'université et j'ai dit, écoutez, la seule solution, si on veut le faire vivre, c'est qu'il y ait une contribution volontairement obligatoire des étudiants modestes, très modestes, sur les droits d'inscription. En plus des droits d'inscription, on a inventé quelque chose qui a été très combattu et qui, après, qui était toujours été une guerre, mais à Dijon, j'ai réussi à les faire passer. Donc les droits d'inscription spécifiques qui étaient consacrés à la culture. Puis pendant qu'on y était, il ne fallait quand même pas faire mesquin. Pourquoi ne pas en faire pour le sport? Parce que les étudiants
pratiquer plus facilement le sport que la culture. Donc on a fait ce droit culturel et sportif. C'était une manière de les mobiliser aussi sur les objectifs de l'Athénéum. Voilà, en disant, là vous aurez sur place un lieu de vie, hein, parce qu'il n'y en avait pas sur le campus. On y viendra parce que c'était aussi l'autre aspect du campus. Et donc j'ai fait voter ça en conseil d'université. Et ce qui a été très touchant, c'est qu'il y avait des réticences, bien sûr. Il y a tous ceux qui disent, c'est comme pour les retraites, c'est toujours les pauvres qui payent. Donc, bref, il y avait une certaine réticence. Mais à la fin du conseil, il y a un étudiant qui s'est levé, qui a fait un chèque du montant de la chose. Il a dit, je ne serai pas là au moment de l'inscription parce que je vais faire mon service militaire en Allemagne. Mais je tiens à souligner dès maintenant que je soutiens cette opération. Voilà, c'était le premier chèque, on aurait dû l'encadrer. Tu te souviens du montant? Oh, c'était modeste, hein. C'était modeste. En francs, je ne sais plus, mais c'était de l'ordre de 50 francs. Mais c'était symbolique, mais c'était fort. C'était fort. Autre perturbation dont tu fais l'éloge, mais là c'est au niveau architectural. Parce qu'à l'époque, il y a 40 ans, je me souviens, j'ai un fac de sciences humaines, toi tu siégeais dans ta fac de droit, qui était très agité et très vivant, je le rappelle, mais on était quand même dans une architecture un peu stalinienne. On était un peu le contraire de la philosophie à l'époque. Oui. Dans le grand face-à-face. C'était stalinien, c'est docteur Lego, l'architecte. Et là, tu imposes une architecture audacieuse qui n'a plus rien à voir avec le paysage du campus. Oui, c'est-à-dire que l'idée qu'on avait, c'était que tu avais donc ces bâtiments qui regardaient vers la ville. Il n'y avait rien qui se passait derrière. Il y avait une grande bande verte. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai observé les étudiants, les déplacements des étudiants sur le campus. Le gros des étudiants était là. C'est vrai qu'il faut connaître qu'il y avait 15 000 étudiants dans ce bâtiment-là. Le restaurant universitaire principal était là-bas. Donc, ils sortaient par derrière et ils traçaient un chemin qui passait là, on le voit encore de l'autre côté, qui passait là et qui allait au resto, juste devant les résidences. Et donc, j'ai dit, on va se mettre sur le chemin des étudiants. Cette architecture est inspirée du volcan au Havre. Et l'idée, c'était de l'enterrer beaucoup avec... L'arc se finissait, avant qu'il y ait cette horreur-là, l'arc se finissait par de la terre, et ça faisait un terre-plein. Ce qui fait que ça désignait, autour de ça, la queue d'un escargot, et en même temps, la possibilité de faire des concerts, les gens assis dehors, au-dessus, sur le toit, parce que c'était enterré. On voulait le descendre même 2 mètres plus bas, de manière à ce qu'on ait le sentiment de faire une plongée, comme dans les mines. Hein, et quand on a creusé un peu plus bas, on est tombé sur la flotte, parce que le mont Musard, qui est... Personne ne le sait, mais le mont Musard, et personne ne veut l'admettre, le mont Musard était une ville antérieure à la conquête romaine. C'était un oppidum celte, et un lieu religieux celte, hein, et où il y avait beaucoup de sources, hein, de l'eau. Et ça gardait Dijon, ça veut dire 2 voies, c'était entre les 2 voies, celle qui allait vers Paris et celle qui allait vers le nord. Et donc, c'était entre les 2. Et donc, là-dessous, il y a beaucoup d'eau. Et elle est tout de suite là. Elle est tout de suite là, donc on a été obligé de remonter, sinon... Preuve que la culture est sur un sol mouvant. Oui, très mouvant. Très mouvant. Et là, au risque de s'enliser. Ouais. Et donc, on a quand même fait cette idée-là. Donc, c'était une idée où il fallait rentrer dedans. L'idée était quand même que ce soit un lieu de présence d'artistes, donc d'innovation, de rupture, de provocation, hein, de perturbation. Hein. Donc, on a fait ça comme ça. Donc, on a choisi cet endroit-là. Et ça a été le début qui m'a servi après, quand j'en ai parlé avec Herzog et de Meuron, pour redessiner complètement le campus d'une manière... Parce que c'était pas un campus, c'était rien. C'était des gros cubes jetés les uns à côté des autres, jusqu'au bout, regardant la ville, et puis où on ne restait pas, quoi. On ne restait pas. Alors que là, on espérait commencer à donner l'envie d'occuper ce territoire aux étudiants. Mais au regard de cette architecture, tu prenais des risques. Parce que, comme tu l'as dit fort justement, il y a le côté coquille d'escargot. Oui. Un peu enterré. Oui. Protection, volcan certes, mais bunker. Donc, tu mets en sécurité les arts, l'innovation artistique et culturelle. C'est pas une ouverture, ça. C'est l'envers de l'ouverture. Je te provoque, hein, c'est normal. Oui, mais tu as raison, c'est le recto. Dans lequel on va pouvoir écrire derrière le verso de la culture. C'est une réaction contre, ce qui a toujours été aussi ma pratique, une réaction contre la culture de consommation et contre le consumérisme en matière culturelle. Je veux dire que je compensais
cette relative fermeture, en fait, cette protection. Cet écrin, appelons ça un écrin. On compensait cet écrin par le fait que c'était vraiment un lieu de vie et que l'Athénéum était organisé autour d'un bar, d'un vrai bar. Et ça, c'est une histoire qui a fait rigoler beaucoup les ministres et tout. Ils en sont... Et Lang voulait qu'on la raconte toutes les fois qu'on parlait de l'Athénéum. C'est que j'ai dit, on n'ouvrira pas l'Athénéum s'il n'y a pas une licence de vente d'alcool là au milieu. Comment vendre de l'alcool à la jeunesse c'était scandaleux. Je dis, écoutez, vous ne foutez pas de moi. Vous allez là à côté, vous avez allez voir à l'Acropole. Voilà, allez voir s'ils vendent de la bibine sans alcool. Non, 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 ne me dites pas ça. Et moi, ce que je veux, c'est qu'ils n'aient pas besoin et qu'ils retrouvent là, en accompagnant des pratiques artistiques, la possibilité de boire. Bon, pas forcément de l'alcool fort, mais au moins de la bière et du vin, des choses si naturelles à la vie humaine. Donc je trouve une licence et pour pouvoir l'installer là. Bon. Et à ce moment-là, les ligues de vertu, qui m'avaient déjà attaqué fermement pour la radio, la Ligue des jeunes filles françaises n'appréciait pas beaucoup les chansons des étudiants carabins à 20h le soir, mais là donc les ligues de vertu disent non, saisissent les impôts. Et voilà, monsieur le contrôleur des impôts qui arrive avec son maître autour du cou et qui me dit, vous voulez mettre une licence? Non, mais vous n'y êtes pas. Vous savez que vous êtes dans un campus. Ah bon? Et qu'un campus, c'est un lieu éducatif. Et donc, vous ne pouvez pas vendre de l'alcool dans un lieu éducatif. Attendez, je dis, attendez. Où sont les murs du campus ici? Où est-ce que vous voyez un enceinte clos sur lequel je ne peux pas rentrer? Rien. C'est un espace complètement vide. Donc, je ne vois pas le mot campus. Donc, à partir de là, vous avez raison. Il n'est pas possible de vendre de l'alcool à moins de 200 mètres d'une entrée porte à porte par les voies de circulation du lieu où vous vendez et du lieu où il y a des cours. Donc, ce que je vous propose, monsieur, avec votre décamètre, c'est que nous mesurions les accès pour faire ça. Et nous voilà partis pour mesurer. Alors, à l'entrée à la BU... Mais sérieux? Hein, sérieux? Ah oui. Mais c'est vrai. Ah, vous avez pris le décamètre au bah, sol évidemment. Attention, ça a été une journée de travail. On est parti. À l'époque, il n'y avait pas tout ce train-là, il n'y avait pas. Et puis, il n'y avait rien. La BU était derrière. Là. Bon. La BU, c'était tout près. Il me dit, vous voyez, la BU est tout près. Je dis, l'entrée de la BU, on va aller la chercher. On part là. On prend le chemin, on monte derrière, on arrive devant le CRDP, et on tourne 225 mètres. Oh. C'est bon. C'est bon, ça va. Alors, après, l'IUT. Bon, l'IUT, 300 mètres. Après, ça commence à se gâter. Parce qu'il me dit, terrain de foot. Ah, équipement sportif, vous ne pouvez pas... Ça, c'est pas un problème, c'est pas vraiment un équipement sportif. On va tout de suite le modifier. J'ai fait mettre par les services techniques des barrières en bois, là, et fait que le chemin tourne le long comme ça. Alors que je dis, vous savez, vous prenez le chemin, l'entrée entre les barrières en bois est là-bas. Donc, mais là, triomphant, il pousse un cri. On arrive à l'arrière de la fac de lettres, 190 mètres, Philippe. 190 mètres. La fac de lettres, la philosophie, Chambrun. À 10 mètres près, le projet tombe à l'eau. Le projet tombe à l'eau. Alors, c'est effrayant. Je ne m'affole pas. Je lui dis, écoutez, moi je vous propose, monsieur, que vous reveniez dans 2 jours, qu'on finalise tout ça. Je vais voir le service technique, je dis au service technique, je lui dis, dis-moi, Étienne, est-ce que tu pourrais me faire un carré de plantes épineuses sur, tu vois, tu mets 5 par 5 par 5 par 5 au milieu des chemins, là, tac. Voilà, bien d'épineux, il me dit pas de problème. Il s'en va acheter des épineux, on fait le truc d'épineux, le chemin qu'on tourne. Je vais rechercher mon contrôleur des impôts, et je lui dis, maintenant, on prend le décamètre et on y va. On arrive là, dans le truc, il se bute sur les épineux, il prend son décamètre, il fait le tour, tac, tac. Revient de l'autre côté, 201 mètres. Et voilà. C'est comme ça que l'affaire a été enlevée, mais c'était un vrai combat. Il y a une particularité qui n'est pas propre à Dijon, c'est que les campus universitaires ont été très souvent externalisés, placés en périphérie de la ville. Oui. Là où on voulait à la fois, enfin apparemment pas tout le monde, parce que tu nous as dit qu'il y avait quand même un esprit éducatif un peu coercitif, mais l'idée c'était
on fait un apprentissage, on approche des savoirs, on va assimiler des savoirs, mais on va faire un apprentissage aussi de la vie sociale, et qui a dit vie sociale, aussi dit vie culturelle, à l'intérieur d'une société déjà organisée. Là, on se retrouve à l'extérieur, donc la barrière est faite. C'est-à-dire qu'on met le savoir à distance, d'une certaine manière. C'est l'élitisme. En plus de ça, on surplombe un tout petit peu la ville. Donc il y a cette notion de supériorité, d'élitisme et de fermeture. Oui, et de protection. Et de protection. Dans le cas, c'était quand même, les développements des campus se font après mai 68, quand il y a le problème de développement de la population. Donc il y a l'idée aussi que ces milliers de personnes qui peuvent s'agiter tout d'un coup, il faut les tenir à une certaine distance du pouvoir municipal. Donc il y avait ça, c'est sûr. Il y avait ça. Seulement c'est un gros raté. L'idée est empruntée aux anglo-saxons. Mais donc l'idée, c'était de faire en France des campus anglo-saxons. Alors, on a fait des campus sans avoir les bases ni les éléments des campus anglo-saxons. C'est que les campus anglo-saxons, il y a une proximité entre les enseignants et les étudiants, il y a des enseignants qui résident, il y a des étudiants qui vivent là sur le... Et il y a des tas d'activités sur ces campus, commerciales et autres et tout. Et mettez pas ces activités, qu'est-ce qui se passe? Les gens viennent pour les cours. Quand j'ai repris la réflexion de ce campus, c'était devenu une espèce d'immense supermarché où le vendredi, le samedi, le dimanche et le lundi, il y avait des tas d'espaces pour garer les bagnoles, et où les gens ne pensaient qu'à une chose, c'est venir le plus près possible. Il n'y avait pas de transport en commun qui venait sur le campus. On ne pouvait pas faire passer les bus sur le campus avec les étudiants. C'était dangereux, donc ils n'en voulaient pas. Il y avait cette idée, ce culte de la bagnole, on arrivait avec sa voiture, on s'installait, on prenait les cours et on filait tout de suite. Voilà, il n'y avait pas de... donc l'idée, c'est que cet exil-là, et cette coupure était vécue comme un exil, et les gens n'avaient pas du tout envie de rester. Quant aux résidents, c'est Crous qui s'en occupait, autant dire, donc ils étaient un peu comme en Sibérie. Et donc, voilà. Donc c'était... du coup, ça ne vivait pas. Ce machin-là ne vivait pas. Et quand ce fameux conseil où j'ai fait voter par les étudiants et par le conseil, j'ai pu obtenir le vote des enseignants pour que les étudiants payent. Mais après, je me suis tourné vers les enseignants. J'ai dit, vous, enseignants, je ne peux pas vous demander obligatoirement de payer. C'est pas, on ne peut pas faire de droite. Mais si vous vouliez spontanément faire des dons pour l'Athénéum, ce serait bien compris, et des étudiants et de moi d'ailleurs. Bon, ça n'a jamais bien marché, ça. Pour la bonne et simple raison qu'un enseignant s'est levé et m'a dit, écoute, nous, notre culture et nos pratiques culturelles, on ne les prend pas sur le campus. On va en ville, on a l'ABC, on a le théâtre municipal, on a tout ça. Donc, non, les cinémas, voilà. Ça veut dire que la place de l'imaginaire est interdite? Oui, que ce n'est pas un lieu d'imagination, le campus. C'est ni imaginé ni imaginable. On n'est pas là, quand on va sur le campus, pour se laisser aller à des rêveries, qu'elles soient engagées ou pas, mais à des rêveries. Ces rêveries, on va les faire ailleurs, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a une coupure entre le savoir et le sentir et l'expérience sensible des choses. L'université n'est pas ouverte à l'expérience sensible du tout des choses. J'aurais pu te poser la question en premier, pourquoi Athénéum? Ah, Athénéum, c'est un joli nom, ça. Hein. Oui, Athénéum, c'est parce que l'Athénéum correspondait exactement à ce qu'on voulait faire ici. L'Athénéum, la première fois où le mot est utilisé dans l'histoire, c'est utilisé à Rome. Il s'agissait d'une école de théâtre. Une école de théâtre pour la plèbe. Après, le mot Athénéum a été repris par Novalis et ses amis et a donné, c'était le nom d'une revue. Et avant, j'oubliais, à l'époque de Shakespeare, c'était une école de théâtre aussi. Et donc, il y a toujours eu cette idée d'art et d'apprentissage de l'art qui était par la pratique. Hein. Donc, ce que je voulais, c'était mettre la pratique de l'art au cœur des universités. Et Athénéum sonnait bien. Voilà. Tu te souviens de l'inauguration de l'Athénéum? Ah ouais, ça a été un grand moment, un grand moment. Je me suis fâché définitivement avec le journaliste du Monde parce que c'était un jour où il avait plu énormément la veille. Et là, il y avait donc ce morceau de terre là, qui glissait. Il a pris le virage trop court.
Et il s'est cassé la gueule avec un bel imperméable blanc. Donc il m'en a voulu d'avoir fini sa journée avec un imperméable. Oh, c'était une brochette quand même extrêmement intéressante pour dire. Non mais l'événement était quand même assez considérable parce qu'il y avait quand même que la PKD de deux ministres, du président du conseil régional, du président du conseil régional, bon, il y avait toute une gamme qui était Roger Gérard Schwarzenberg, Roland Carras. Il y avait toute une gamme de ministres qui étaient là. Et les responsables, les responsables du ministère de la Culture et le responsable de la culture au sein de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Donc c'était, voilà. Et donc ça avait été un moment important. Le président du conseil régional qui était là au bénéfice de l'âge à l'époque, puisqu'il y avait égalité entre la droite et la gauche, qui s'appelait Lescure, à la fin de son discours s'est tourné vers moi, j'étais à la tribune de l'autre côté, et il m'a dit: j'espère, M. Batria, que vous ferez bon usage de cet outil pour le meilleur de la morale de nos étudiants. En lui disant, on n'y manquera pas. Ah, c'est reparti. C'était authentique. Hein. Ouais. C'était son inquiétude à lui, qu'on se mette à dévoyer un peu avec... ce qui est arrivé d'ailleurs. Ouais. Ben, dans ton éloge de la perturbation, tu dis que les universitaires ne sont jamais projetés sur l'organisation des sites, des campus. Ils sont désintéressés. Mais ça veut dire quoi? C'est le gros problème. C'est un gros problème. Ça fonctionne, c'est un établissement public animé par des fonctionnaires. Oui, mais il n'y a pas de prise de conscience de la capacité éducative de l'espace. C'est ça qui est très grave. Hein. Je veux dire que pour ceux qui, comme moi, étaient enseignants et aimaient le théâtre et faisaient du théâtre en même temps, ça a été tellement d'une évidence qu'il fallait se servir de l'amphi où je sévissais. Tu vois, c'était l'amphi Aristote. C'était grand, hein. Il y avait 800 personnes. Tu as eu des cours à Aristote? Les 8 de philo, non? Non. Aristote, on suivait le festival de jazz et Carminati. Ah, voilà. Ouais. Le bœuf chez Aristote. Ouais, le bœuf chez Aristote. Ouais, on a fait rentrer jusqu'à 2000 personnes. Ouais, je me souviens, c'était étouffant. Ouais, c'était impressionnant. Plein comme un œuf. Bon, mais bref, il y avait des profs, il n'y avait pas que chez nous, hein, il y avait un prof de sciences que j'aimais beaucoup qui s'appelait Bugnon, qui s'occupait des herbes et des classifications des herbes et tout. Il prenait ses étudiants, il les emmenait dans la campagne, il marchait, puis il arrachait. Vulgaire, tac, puis il arrachait la bonne plante, il la montrait et tout. Bon, donc, le fond de la séparation dans la tête des universitaires, c'est qu'il y a d'un côté l'apprentissage du savoir et de l'autre côté la vie. Mais il ne faut pas mélanger les deux. Absolument. Fin de la première séquence.